Bonjour, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique. Nous allons continuer nos discussions sur les idéologies qui traversent l'espace contemporain. Si vous trouvez que le contenu de cette chaîne est intéressant, likez, diffusez, laissez des commentaires et parlez de cette chaîne à vos amis, vos connaissances, vos élèves, etc. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de vous présenter Jean-François Bronstein. Bonjour Jean-François. Bonjour. Je vais dire ce que ce grand homme a fait pour la philosophie contemporaine avant de lui donner la parole. Jean-François, vous êtes professeur de philosophie contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous étiez professeur car vous êtes maintenant émérite. Vous enseignez l'histoire des sciences et la philosophie de la médecine, ainsi que l'éthique médicale. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages dont les principaux sont Canguilhem, Histoire des sciences et politique du vivant, L'histoire des sciences, méthode, style et controverse, La philosophie de la médecine d'Auguste Comte, Vache carnivore, Vierge mère et mort vivant, et deux livres qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui, La philosophie devenue folle, paru chez Grasset en 2018, et La religion woke, paru également aux éditions Grasset en 2022. C'est donc à ces deux ouvrages que notre rencontre d'aujourd'hui va être consacrée. Je signale qu'en 2023, La religion woke, un ouvrage qui va être affiché sur l'écran, a obtenu le prix Acropolis de l'Association nationale de la sécurité et de la justice. Votre premier ouvrage, dont on va parler aujourd'hui, La philosophie devenue folle, était prémonitoire, à mon sens. Vous y avez traité les problématiques du genre, des droits d'animaux et de l'euthanasie, qui sont devenus aujourd'hui débats sociétaux. Vous analysez en détail les idées des instigateurs, producteurs des idéologies qui ont gagné certains espaces sociaux, et notamment celui des universités, qui sont plus que tous les autres perméables à ce que Baudon appelait les idées fausses, fragiles et douteuses. Vous avez écrit votre premier livre parce que vous pensez, je cite, qu'il ne s'agit pas d'expérience de pensée, mais bien d'une révolution anthropologique dont les effets commencent à se faire sentir dans le monde réel en contribuant à changer nos mentalités et nos vies. Rien que ça. Donc, ma première question, de quoi parlez-vous quand vous parlez de la révolution anthropologique, Jean-François? Merci d'abord de cette invitation. Je voulais, dans ce premier livre, j'ai parlé de sujets qui à l'époque n'étaient pas extrêmement mainstream, qui n'étaient pas vraiment, qui faisaient pas partie de la conversation courante, c'est-à-dire la question du genre, la question des droits de l'animal et l'euthanasie en gros. Et dans ces trois domaines, bon, ça, je voyais bien ça arriver dans les universités américaines depuis plus longtemps, et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre tout de suite, parce qu'il me semblait qu'il y avait vraiment quelque chose de radicalement nouveau qui se passait là, et qui avait effectivement des conséquences pratiques, si je puis dire. Ce qui se passait de nouveau, c'est qu'effectivement, il y avait une nouvelle volonté d'effacer les limites dans trois domaines principaux. Ces théories portent effectivement sur le genre, l'animal et la mort. S'agissant du genre, il s'agit de montrer que entre l'homme et la femme, il n'y a pas de distinction stable. La biologie qui explique que l'humanité est une espèce sexuée, c'est quelque chose que ces théoriciens du genre critiquent radicalement. Selon eux, le genre est au choix. Deuxièmement, dans le cas de l'animal, l'idée c'est que effectivement les animaux et les humains c'est la même chose. Alors bon, il ne s'agit pas de nier que nous sommes à certains égards des animaux, mais bien sûr nous ne le sommes plus, nous ne sommes plus des animaux. Et la troisième question, c'est celle de la mort. L'idée c'est qu'effectivement il faut effacer le caractère tragique de la mort, et on voit autour de l'enthousiasme, autour de l'euthanasie, l'idée que finalement la mort c'est quelque chose qui devrait être géré par des techniciens, des ingénieurs, etc., ou qu'on pourrait éventuellement l'éviter. Et donc ces trois domaines qui sont des domaines centraux pour comprendre ce que c'est que l'homme sont complètement bouleversés avec cette idée d'un effacement des limites. C'est ça qui m'a semblé étonnant, c'est que dans ces trois domaines, l'idée courante aujourd'hui, c'est de dire que homme et la femme, c'est pareil, l'homme et l'animal, c'est pareil, et la mort, c'est un problème technique qu'on va bientôt régler. Alors, est-ce que c'est une anthropologie, ça se discute, c'est une anthropologie, si je puis dire, de la fin de l'humanité, c'est-à-dire qu'on fait sortir l'homme de tout ce qui était son propre de l'homme. D'abord, on efface le fait qu'il l'espèce est sexuée, on efface le fait que
nous ne sommes plus vraiment des animaux, et on efface le fait que ce qui donne un sens d'une certaine manière à notre vie, c'est le caractère tragique de la mort. Donc, alors, ce qui est très très étrange dans tout ça, quand le livre est paru, les gens me disent, mais bon, par exemple, il y a de longues discussions chez un auteur comme Peter Singer, le l'éthicien américain Peter Singer, sur la question de savoir jusqu'à quel âge on peut tuer les enfants, la question de l'infanticide. Bon, alors ça, les gens me disent c'est pas possible, ça n'existe pas, etc. Mais effectivement, ça commence à changer. On voit que les règles concernant l'IVG se transforment et on voit que, par exemple, les étudiants en bioéthique qui ont suivi des cours de bioéthique se posent la question de savoir si l'infanticide, ça existe, ça doit exister ou non. Et je dirais même que sur toutes ces questions, en général, on parle de débats sociétaux. On dit est-ce que vous êtes pour ou contre l'euthanasie, pour ou contre les droits des animaux, pour ou contre l'euthanasie? En fait, c'est des débats de société où tout le monde est d'accord. En tout cas, s'agissant de l'euthanasie, 95% des gens pensent que c'est très positif. S'agissant des droits des animaux, 90% pensent que c'est positif. Il n'y a que sur le genre où tout le monde n'est pas encore tout à fait convaincu que le genre est au choix. Attendez, Mais mais c'est quoi les droits des animaux? les droits des animaux, c'est penser que les animaux sont des humains comme les autres, d'une Mmh. certaine manière, et qu'ils peuvent être réclamés effectivement un droit que, par exemple, si vous voulez tester des médicaments sur, plutôt que de les tester sur des animaux qui vont souffrir, c'est des êtres vivants, sensibles, etc., vous feriez mieux de les tester sur des malades comateux qui, eux, ne sont plus sensibles, n'ont plus de projet, etc. Bon, c'est une vision effectivement tout à fait abstraite de la condition humaine et animale, uniquement en termes de quantité de souffrance. Donc, pour des gens comme Singer, par exemple, il vaudrait mieux effectivement faire des expériences sur les malades comateux plutôt que sur les animaux. Donc il y a l'idée que il y a pas de différence de nature entre l'homme et l'animal. Donc c'est quelque chose de très très étonnant. Alors je dirais que j'en ai pas vraiment parlé dans ce livre-là, mais en gros c'est vrai qu'il y a un point qui est tout à fait étonnant, je dirais, c'est qu'effectivement les deux grandes idéologies à la mode, si je puis dire aujourd'hui, dont j'ai parlé mais indirectement dans ces deux livres, c'est d'une certaine manière l'écologisme, hein, l'idée de la nature qui a tout. Et effectivement, il y a des droits maintenant non seulement des animaux, mais il y a des droits des plantes, il y a des droits des pierres, il y a des droits des fleuves, etc. Donc une nature omniprésente dans laquelle il faudrait au fond que l'homme disparaisse. Si on veut vraiment que la nature soit tranquille, s'épanouisse, il faudrait supprimer l'homme. Et d'un autre côté, du côté vers en haut, si je puis dire, il y a le transhumanisme. Le transhumanisme qui est l'idée que l'homme à l'ancienne s'est un peu dépassé, il faudrait fabriquer des hommes nouveaux, transhumains, qui vivraient plus longtemps, qui auraient un esprit amélioré par l'intelligence artificielle, etc. Et donc, ce qui est assez curieux, je trouve, bon, je dis, j'en ai pas énormément parlé dans ces deux livres, mais c'est qu'il y a une espèce de dégoût de l'humain. L'humain, c'est pas très intéressant. Il faudrait que soit que ça se fonde dans la nature, dans les plantes, dans les choses, dans les animaux, etc., soit par en haut, que ça se transforme et qu'on en finisse avec l'humain. Je trouve que c'est quelque chose qui est très présent. Et je vous dis, ce qui est très étonnant, c'est que tout ça, ça peut sembler de simples discussions théoriques, mais il n'y a qu'à voir aujourd'hui l'enthousiasme pour l'euthanasie, qui semble une espèce de Graal à atteindre. Tout le monde veut être euthanasié, ce qui est quand même très étonnant pour une civilisation qui ne pense qu'à ça. Ou s'agissant des animaux, tout le monde est d'accord sur le fait que il faudrait sans doute donner des droits aux animaux qui devraient être représentés par tel ou tel militant, etc. Donc la charte des droits des animaux, c'est pour bientôt. Voilà, Si ça va commencer, ça a déjà commencé plus ou moins, et petit à petit, alors ce sont des militants très habiles, hein, comme dans le Mmh. cas du genre, donc ils ont déjà obtenu que les animaux soient considérés comme des êtres vivants sensibles, et donc il va falloir les faire sortir, si je puis dire, du domaine des biens, et les faire entrer dans le domaine des personnes. Hein. Et donc ça bouge de ce côté-là du point de vue du droit. Mais quand vous dites ça bouge du côté du droit, c'est le fait des philosophes, c'est le fait des universitaires, c'est le fait des associations juridiques. Je pense qu'au début de toutes ces idées folles, Mmh. il y a toujours des philosophes ou des universitaires. Bon, par exemple, s'agissant,
on va peut-être en reparler, s'agissant du genre, le rôle de quelqu'un comme Judith Butler, par exemple, est tout à fait central. S'il n'y avait pas Butler, il n'y aurait pas de théorie du genre, et je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de jeunes qui se diraient je suis transgenre, puisque la catégorie n'existerait pas. S'agissant des animaux, le fameux Peter Singer a inventé cette idée qu'il faut libérer les animaux comme on a libéré les femmes, les noirs, les esclaves, etc. Et que donc c'est l'étape future. Professeur d'éthique à Princeton, bon, qui ne sait pas que c'est compliqué de tuer sa mère, hein, puisqu'il explique dans un bouquin qu'il faut tuer les malades d'Alzheimer, mais il n'a pas réussi à tuer sa mère. Bon, c'est l'imperfection. Il y a vraiment l'idée qu'au fond, on n'accepte pas ce qui est donné. On n'accepte pas. Par exemple, il y a deux sexes dans l'espèce humaine. Bon, après, on peut faire ce qu'on veut, on peut en discuter, on peut se travestir, on peut discuter, mais il y a un fait. Or, le fait n'est pas acceptable. Si bon, j'ai dit quelque part que la biologie était une science et que les corps existent. Bon, ben, vous cherchez mon nom, maintenant je suis accolé à transphobe quelque part sur Internet. Oui, mais ça, c'est pas très grave. Ce sont des mots. Je voulais vous citer, puisque vous parlez du genre, et avant de vous citer, pour vous rassurer que vous n'êtes pas seul dans la catégorie des exclus de la bien-pensance, je me souviens que quand j'ai essayé de lire Judith Butler en français, j'en ai rien compris. Je me suis dit peut-être que mon français n'est pas suffisant. Alors j'ai essayé de la lire en anglais, parce que l'anglais était ma langue seconde, et je n'ai rien compris. Et donc je vous cite un passage, vous le citez, c'est votre livre hein, que je cite, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais je me demandais à mes collègues qui s'occupent des théories du genre, mais j'ai toujours rien compris. Donc je vous le cite, peut-être qu'on pourra parler de ce passage. Vous dites que Judith Butler explique, si l'on peut dire, ce qu'est le genre. Je cite. Le genre consiste davantage en une identité tissée avec le temps par des fils ténus posés dans un espace extérieur par une répétition stylisée d'actes. L'effet du genre est produit par la stylisation du corps et doit donc être compris comme la façon banale dont toutes sortes de gestes, de mouvements et de styles corporels donnent l'illusion d'un soi genré durable. Donc moi, j'avoue que pour moi, c'est du charabia. Et une fois, en 2015, je me souviens, j'avais mis une mauvaise note à une étudiante qui m'a fait un travail sur quelque chose qui était genré. Je lui ai dit, l'adjectif genré n'existe pas en français. Alors, elle a convoqué des collègues qui s'occupaient de la théorie du genre pour qu'ils m'expliquent que je n'étais pas au courant de nouveaux développements en sciences humaines. Voilà. De toute façon, Butler, c'est pas fait pour être compris, c'est fait pour être prêché. Hein. Et bon, on le voit dans son dernier livre où elle discute, son principal interlocuteur, c'est le pape. Hein. Elle s'oppose au pape et elle dit le pape, c'est un fasciste qui s'en prend à moi, etc. C'est des choses très complexes. Alors, son langage est extrêmement et volontairement obscur. Hein. C'est-à-dire il y a un jeu effectivement avec tout cela. Alors, le passage que vous citez, si on le traduit en langue commune, si je puis dire, ça serait le corps et le sexe et le corps sont le résultat des discours, de discours et de pouvoir, dit-elle, ou sont le résultat effectivement de performativité. Bon, c'est-à-dire le langage fabrique des choses. Alors bon, en gros, c'est du Foucault plus du Austin, hein, le philosophe anglais Austin. Mais qui ne parlait pas du corps, lui, Austin. Non, bien sûr, il Mm. parlait pas du tout, donc ça n'a aucun rapport en fait. C'est-à-dire que comme par exemple Foucault, que je connais un peu, Foucault ne dit pas que le corps c'est juste le résultat, comme elle dit, de pouvoir et de discours. Le corps, il a écrit un livre qui s'appelle Naissance de la clinique où il parle de la pierre noire du corps. Le corps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, même Mm. si il ne n'aime pas son corps, etc. Donc c'est pas Foucault et Austin, comme vous le dites, c'est effectivement l'exemple typique, c'est un maire qui dans une cérémonie de mariage dit je vous déclare unis par les Mhm. liens du mariage. Cette phrase est performative dans la mesure où vous êtes ensuite mariés. Mais ça se fait dans une institution, dans une mairie, avec un maire qui a été élu, avec des personnes qui ont donné leur fiche d'état civil, etc. Et donc, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais il y a une vision tout à fait magique, hein, quasiment magique, où il suffit de dire, par exemple, je suis un homme, je dis que je suis une femme, théoriquement, je deviens une femme. Alors, évidemment, tout ça, ce qui est assez amusant, si je puis dire, ou affligeant, c'est que quand vous dites ça, bon, si moi je dis, je vous dis maintenant, je suis une femme,
a priori, je ne le deviens pas. Mais maintenant, grâce au militantisme des militants du genre, il est possible effectivement de changer d'état civil sur simple demande auprès d'un tribunal d'instance, je pense. Et effectivement, il suffit, on va dire, bon ben voilà, maintenant je suis devenu, j'ai changé de genre. Il suffit de quelques témoignages ou voire même pas, c'est très très simple. Et dans certains pays comme l'Allemagne, on peut le faire directement à l'état civil, simplement une fois par an, hein, parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Vous dites d'ailleurs dans le livre La religion woke, dans un chapitre qui s'intitule Une religion contre la réalité, on va en reparler de ce terme, la théorie du genre est le cœur de la religion woke. Elle en est la partie la plus originale, mais aussi en quelque sorte le produit d'appel, par son absurdité décomplexée et aussi par son mystère quasi théologique. Donc si vous parlez de la Oui, théologie, vous oui, moi il utilisez me les semble que termes religieux en parlant de cela. absolument. Il me semble que c'est vraiment, c'est très étrange quand même de dire que les sexes n'existent pas, que l'on peut choisir son sexe à volonté, etc., son genre à volonté. Ça n'existait pas. Et effectivement, je pense que c'est au cœur de la théorie woke parce que c'est ce qu'il y a de plus nouveau, si je puis dire. Enfin, c'est de plus nouveau ou de plus archaïque, si je puis dire, parce que les autres théories, la théorie critique de la race, l'intersectionnalité, etc., c'est des choses qui renvoient à la lutte des classes, à la guerre des races, etc. Bon, c'est des choses qui existaient déjà. En revanche, cette idée que chacun peut décider de soi-même du genre qu'il va choisir, ça, c'est une promesse inouïe, évidemment absurde et criminelle, parce que c'est pas si simple que ça, sauf cas rarissime, ultra rarissime. Mais c'est ce que vend, si je puis dire, cette religion woke, effectivement. Alors, de ce point de vue-là, pourquoi j'ai pris le terme de religion? Il me semble que c'est ce qui colle le mieux avec l'expérience que j'en ai faite, c'est-à-dire que il y a un refus, enfin religion au sens le plus péjoratif du terme, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un refus, il y a un enthousiasme d'abord. Hein. Bon, le terme woke, on le sait, et devient du terme éveillé. Donc ces woke ne voient pas le monde de la même manière que nous. Donc par exemple, si moi je me vois comme une femme et que je demande à tout le monde de me traiter comme une femme, c'est quand même très exorbitant. C'est quelque chose qui n'a pas de rapport avec la réalité. Donc, mais ils sont fortement attachés à ça. Il refuse le débat en général, donc il y a un passage fameux lors de l'occupation d'Evergreen, la première fac qui tombe, si je puis dire, du côté woke, un des professeurs, le seul professeur qui résiste à cette vague woke, essaie d'argumenter avec les étudiants, et un des étudiants lui dit arrête d'argumenter, la logique c'est raciste. La logique c'est raciste, ça résume bien leur point de vue, c'est-à-dire que pour eux, l'argumentation, la logique, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est une religion. Et là, l'extrême difficulté à discuter avec eux montre bien cela. Alors, il y a toute une série de dogmes d'une certaine manière. Hein. Par exemple, il y a un péché. Alors, je suis pas le seul à faire ce rapprochement. Beaucoup d'historiens de la religion protestante aux États-Unis ont été frappés par ce truc-là. D'autant que ce qu'on a le réveil, le wokisme, ça renvoie au grand réveil protestant du XVIIIe et XIXe siècle, où effectivement il y a des sectes puritaines qui ont essayé de revitaliser une vision très très radicale de la religion, qui sépare les purs et les impurs, etc. Donc je pense que c'est vraiment une religion. Alors il y a d'une certaine manière, il y a un péché originel, hein, c'est la blancheur, hein, le fait d'être blanc, hein, ça c'est un péché dont on ne peut pas se laver. Hein, on peut juste dire qu'on reconnaît son privilège et essayer de se faire excuser, mais bon, c'est pas terrible. Il y a la masculinité toxique, alors là on peut éventuellement essayer de se déconstruire, mais bon, ça marche pas très bien non plus, mais bon, on voit ce genre de choses. Et c'est ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a effectivement ce péché originel, mais il n'y a pas de pardon dans cette religion woke, et donc c'est une religion de la pénitence, c'est une religion de l'excuse, etc. On se considère effectivement, alors les woke se considèrent comme des victimes et ils considèrent que les blancs, hommes, occidentaux, etc. sont des coupables, effectivement. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de religion woke.
Il me semble que ça décrit bien, et je pense que le succès relatif du livre tient au fait que les gens se disent ah oui c'est ça, c'est quelque chose de l'ordre de la religion. Et le résultat étant que c'est pas la peine de discuter avec des woke, hein, comme avec des membres de sectes très enthousiastes, hein. Ah, ça, c'est très intéressant parce que quand on est universitaire, on est tenu à un certain recul, à neutralité qui n'existe pas, objectivité, on va plutôt dire ça. Donc, il y a un chercheur canadien, historien des idées, Marc Angenot, qui dans son livre Dialogue de sourds, dit souvent que quand on parle de la religion en parlant de nos adversaires idéologiques ou ceux qui ne sont pas d'accord, donc on parle souvent du dogme, de la foi, de religiosité, et donc c'est toujours l'autre qui a du dogme. Mmh. Alors, c'est vrai, donc souvent on le dit, mais moi quand je vous ai lu, dans votre livre sur la religion, je l'ai lu comme on lit l'histoire des religions. Parce Mmh. que je fréquente les Vosges peut-être plus que n'importe qui Ouais. aujourd'hui à l'université. Et j'ai compris ça dans le sens de la religion comme un système de croyance. Mmh. Parce que quand on croit au fait d'être né victime, quand on est femme, quand on est blanche, quand on n'appartient pas à une minorité, ça relève de la croyance, ça ne relève pas des faits rationnels. Donc il y a ça. Donc c'est pour ça que quand vous parlez de la gnose contemporaine, ça me fait penser à un livre de François Rastier qui est sorti dans la collection de Jean Slamovitch Mmh. pour un des idées, qui s'appelle La petite mystique du Mmh. genre. Et donc c'est véritablement une nouvelle religion qui Ouais. remplace le vide laissé par Mmh. la disparition du catholicisme, Mmh. par le recul du judaïsme ou par l'avènement de l'islam. Comment vous expliquez ça? Oui, je pense que c'est effectivement une nouvelle religion. Le livre de Rastier est très clair là-dessus. C'est une religion. Alors je parle de gnose aussi Mhm. parce qu'il me semble qu'effectivement le contenu de cette religion, s'agissant du genre, c'est effectivement l'idée que au fond le corps ne compte pas, seul compte la conscience. Et donc, ça veut dire que nous sommes de pure conscience qui pouvons décider de devenir homme, femme ou n'importe quoi d'autre entre les deux. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi l'idée que finalement, ces militants du genre veulent nous emmener dans leur monde d'illusion, d'une certaine manière. Bon, par exemple, quand on ne veut pas appeler un étudiant qui a changé de genre par son nouveau nom et qu'on garde l'ancien nom, c'est une catastrophe, c'est utiliser ce qu'on appelle le dead name, hein, le nom qui est mort, et c'est une terrible attaque, mais ça suppose qu'effectivement on accepte d'entrer dans la conscience de celui qui dit je ne suis pas du genre qui semble être le cas. Et ça, c'était effectivement très étonnant. Et donc, ça veut dire que aussi, il y a finalement une espèce d'effacement de la réalité. Alors, bon, qu'on fasse ça entre adultes consentants, moi, j'ai aucun problème à entrer dans l'illusion de quelqu'un d'autre. Mais quand impose à des enfants de dire que leur professeur n'est pas du genre, enfin, un genre différent de ce qu'il est, effectivement, c'est quelque chose qui est très dommageable, si je puis dire. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'effectivement, on entre finalement dans un monde de pure conscience. Alors, il me semble que ça a des aspects à la fois très archaïques. La gnose, c'est une vieille hérésie chrétienne du IIe siècle qui explique que effectivement le monde c'est le mal, le corps c'est le mal, et il faut essayer d'épuiser le corps pour s'en débarrasser de différentes manières, soit par trop de sexualité, soit par pas du tout de sexualité, etc. Mais il y a effectivement une haine effectivement du corps, du monde, etc. Et ça, c'est une vieille histoire. Alors, ces sectes gnostiques reviennent assez régulièrement de l'histoire des religions. Mais de l'autre côté, ça annonce quelque chose de beaucoup plus moderne, c'est-à-dire effectivement le transhumanisme, et l'idée qu'au fond, on va pouvoir vivre dans un monde virtuel. Nous sommes des consciences, hein, les plus fervents transhumanistes pensent qu'on pourra télécharger les consciences sur des puces de silicium, et il y a un devenu une des transhumanistes les plus influentes, Martin Rothblatt, qui grande industrielle à Silicon Valley, qui explique que effectivement la théorie du genre c'est une voie d'entrée, vers le transhumanisme. Et donc il y a cette idée effectivement que les corps n'existent pas, c'est une idée à la fois très archaïque et ultra contemporaine, et c'est ça qui est inquiétant, mais inquiétant notamment parce que les GAFAM
la virtualisation du monde, c'est leur affaire, c'est leur business, et on voit très bien d'ailleurs que certains des penseurs les plus influents de ce domaine disent qu'effectivement, le genre sera le moyen d'entrer effectivement dans le transhumanisme. J'ai une question par rapport à la loi. Judith Butler est juive. Elle réclame même son héritage juif tout en disant qu'il a eu l'éducation juive, donc c'est quand même lié à la présence de la loi de différenciation des sexes, des générations, des adultes, des enfants, enfin de la différenciation qui est propre à l'humanité qui préexiste à cette nouvelle anthropologie dont on parle. Et je me souviens que j'avais raconté un jour en cours de linguistique à mes étudiants le mythe de la tour de Babel en disant que Dieu a puni l'humanité pour l'orgueil et que, en fait, dans cette punition, on peut trouver la grâce que Dieu nous a accordée parce que c'est la grâce de la différenciation. C'est comme ça qu'on interprète souvent ce mythe. Et la réponse d'un étudiant était et pourquoi ne serait-on pas là, sans frontières, inclusif et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est un désir à la fois de ce dont vous parlez, mais c'est un désir d'abolir la loi symbolique. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce genre-là? Parce que je le dis aussi par rapport au langage. Je suis linguiste. Pour moi, le genre est grammatical. En règle générale, ça, c'est lié à la grammaire, c'est lié au type de texte, ou c'est lié, au pire, à une préposition grammaticalisée et les genres comptent. Mais dans l'utilisation actuelle, je crois que c'est un peu nouveau. Vous avez fait l'archéologie de la notion et vous avez daté l'apparition du terme genre en langue commune par l'année 1955, me semble-t-il. Est-ce que vous pourriez faire une remarque sur la loi et sur la genèse Alors de ce sur la terme? loi, je suis tout à fait d'accord, et je pense que une des raisons profondes de l'antisémitisme, enfin de la haine, des applaudissements au Hamas chez beaucoup d'universitaires, c'est peut-être effectivement parce qu'Israël, au fond, c'est ce qui incarne la loi, hein, d'une certaine manière. Et il y a de toute façon chez beaucoup de ces auteurs une espèce de rêverie, ou si je puis dire, d'un retour à l'indistinct, hein. Il y a l'idée qu'on va effectivement effacer toutes les différences, c'est ça dont j'ai parlé dans la philosophie du Foll, parce que effectivement il faut revenir à l'indistinct. Alors la plus explicite là-dessus, c'est quelqu'un qui est très très célèbre dans le domaine aussi, qui est Donna Haraway, qui explique qu'effectivement il faut se mélanger avec les animaux, donc elle explique comment elle embrasse profondément son chien, etc. Mais elle va au-delà et il faut arriver à ce qu'elle appelle le compostisme, c'est-à-dire devenir du compost. Il faut aspirer à ce que nous soyons nos microbes, qu'on soit mélangés avec les abeilles, le fumier, le microbe, et à la fin le compost. Alors c'est une rêverie très étrange parce que bon, rêver d'être du compost, bon, on va le devenir de toute façon. Mais bon, il suffit d'attendre un petit peu que on se désintègre, bon, enfin, si encore on est inhumé. Mais il y a vraiment cette rêverie de retour à l'indistinct, d'un refus du symbolique, d'un refus de la loi, c'est tout à fait clair. Alors c'est ça qui plaît d'ailleurs chez les gens qui sont des adeptes de Judith Butler, hein. Effectivement, il y a cet aspect-là. Bon, on reviendra, il y a d'autres aspects qui, à mon avis, expliquent qu'ils soient aussi focalisés contre Israël en ce moment, mais bon, c'est un point tout à fait étonnant. Et puis, alors, s'agissant du genre et de l'archéologie du genre, le premier qui a théorisé ça, c'est John Money, qui est un ancêtre de cette théorie du genre. Alors, le problème, c'est que pendant longtemps, beaucoup ont dit c'est le Paul Preciado, par exemple, a dit c'est notre Hegel ou c'est le Einstein du sexe, parce qu'il a montré que le sexe n'est pas naturel et totalement culturel. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont tous oublié cette histoire-là parce que ça s'est très mal passé. En gros, John Money, c'était un psychologue, un sexologue d'origine néo-zélandaise, obsédé, très passionné par la question de l'hermaphrodisme, ce qu'on appelait à l'époque l'hermaphrodisme, c'est-à-dire les intersexes aujourd'hui, et il veut montrer qu'il n'y a pas de différence. En fait, il s'oppose, c'est la théorie sur laquelle il y aurait deux sexes. C'est une théorie qu'il appelle, la théorie de la boule de glace. Il y a deux boules, hein, il y a deux boules de glace. Il y a masculin, féminin. Lui, il veut que tout soit mélangé. Donc, il y a une volonté vraiment de se focaliser sur cette question d'hermaphrodisme pour montrer qu'il n'y a pas de différence entre le bien, le mal, l'homme, la femme, la perversion, etc. Il veut effacer tout ça. Et puis, par ailleurs, il est behavioriste, comme on l'était à l'époque, c'est-à-dire qu'il pense que la culture est plus forte que la nature. Donc, sa thèse principale, c'est que, je résume au maximum, hein, si vous prenez un petit garçon
suffisamment jeune et que vous l'éduquez comme une fille, il va devenir une fille. C'est la théorie du behaviorisme de Watson, etc. Donc c'est ça qui l'inspire. Tout ça pour dire d'ailleurs qu'il n'a pas eu besoin de Foucault pour arriver à ça, c'est clair. Alors donc, ce qui se passe, je résume aussi l'affaire, mais elle est quand même symptomatique. Des parents qui ont qui ont entendu parler de Monet vont le voir parce que un de leurs enfants, ils ont des jumeaux qui ont été opérés d'un phimosis. L'un d'entre eux a été opéré d'un phimosis. Il a eu le sexe gravement abîmé. Et donc, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont voir Monet, lui disent, est-ce qu'on continue comme ça, ou est-ce qu'on, vous pourriez pas en faire une fille, puisqu'il aura plus de sexe? Monet dit, pas de problème, faites vite, venez vite, etc. Et donc, se propose d'éduquer ce garçon, David Reimer, comme une fille. Il dit, ça, il y aura aucun problème, ça va devenir une fille. Donc, je passe sur donc les parents l'amènent chez Monet, l'obligent à revenir chaque année ou tous les 6 mois pour voir ce qui se passe et l'éduquent comme un enfant, des habits d'enfant, un nom d'enfant. Il s'appelait David, ils vont l'appeler Brenda, pardon, etc. Et donc, au bout de quelques temps, en fait, ça marche pas. Le petit garçon reste un petit garçon. Il veut avoir des jeux de garçon. Il se sent garçon, etc. Monet insiste, lui fait rencontrer des transsexuels, essaie de le convaincre. Puis à la fin, le gamin dit je veux pas y aller et menaçant de se suicider, ça s'arrête. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Monet a dit partout, dans tous ses livres, dans tous ses textes, que ça avait très bien marché. C'est l'exemple le plus parfait, selon lui, du fait que sa théorie marche. Le problème, c'est qu'elle n'a pas marché. Donc, c'est à la fois, d'un point de vue scientifique, c'est une terrible un mensonge, hein, c'est un Imposture. faussaire scientifique. Hein, et donc, mais il continue à dire, même après que le gamin ait tout lâché, que ça a marché. Et puis, c'est aussi du point de vue déontologique, c'est tout à fait scandaleux d'avoir contraint ce gamin pendant des années à aller à ce genre de choses. Mais ça ne marche pas. Alors depuis, effectivement, les théoriciens, les amateurs de théorie du genre essaient d'oublier le patronage gênant de John Monnet. Il s'est suicidé, David, Et si je ne me voilà, trompe et j'ai pas. oublié de vous dire Ouais, qu'évidemment, ouais. David à 38 ans s'est suicidé, et son frère, qui avait été aussi qui avait souffert de cette histoire, lui aussi est mort d'overdose de médicaments ou d'alcool, je sais plus. Mais c'est un échec total. C'est pas si simple que ça de faire d'un homme une femme. Alors, c'est ça qui est très étrange. Et pour revenir à la question des distinctions, c'est vrai que Monet est un adversaire extrême de tout ce qui est division, séparation. Il y a pas de binarité sexuelle. Il n'y a pas de perversion, tout est possible, l'inceste, la pédophilie, tout ça c'est juste culturel. Donc c'est un personnage très très étrange que ce Monet. Mais la réalité, elle existe quand même si ça ne plaît pas à certains universitaires. Et par exemple, quand on va dans les clubs de sport, surtout quand ce sont des clubs de sport mixtes, on ne trouve pas ce genre de personnage. C'est ça qui est intéressant, parce que quand on travaille corps à corps, que ce soit de la danse, que ce soit les sports de combat, ou que ce soit les sports où on doit travailler avec le corps, on les trouve pas dans la réalité, ces gens-là. Donc, d'où la question, c'est quand même quelque chose qui est propre au milieu intellectuel, plus qu'à Oui et non. d'autres milieux. Qu'est-ce que Oui vous et en non, dites? parce que effectivement, on voit qu'il y a une pression. Alors ça marche ou ça marche pas, ça dépend des sports, Mm. etc. Mais il y a toute une pression pour dire que les hommes devenus femmes doivent pouvoir participer à des compétitions C'est vrai. féminines. Et un des points qui anime le plus la campagne électorale américaine aujourd'hui, c'est non, nous laisserons les femmes pratiquer les sports féminins entre elles, d'une certaine Mm. manière. C'est vrai que c'est quelque chose de très très étonnant. Euh, c'est dans les universités. Dans les universités, tout le monde est d'accord là-dessus. Pour l'instant, dans le monde réel, il y a encore des gens qui disent attention, faire concourir un haltérophile homme et un haltérophile femme dans la même catégorie, ça ne marche pas. Mais il y a une grosse pression des militants dans ce sens. On l'a vu aussi dans les Jeux Olympiques, par exemple. Et si on revient à la question du langage, vous vous souvenez qu'il y a quelques années, Planning Familial a sorti une affiche ou un texte où il disait «L'homme peut-il être enceint?» Hmm. ou enceinte. Je ne sais même pas comment ils ont dit. Donc c'est un problème du langage, parce que bien évidemment, Oui. il ne s'agit pas de l'homme, il ne s'agit pas de l'utérus, etc. Et bon, là on est
disons, il y a quelques années auparavant, les gens comme ça, on les aurait enfermés dans les asiles. Aujourd'hui, on les prend au sérieux, on écrit des livres, on essaie d'expliquer qu'ils sont, que vous dites la Ouais. philosophie est devenue folle, mais on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont atteints de ce que moi je considère comme une folie. Oui, oui, c'est non. Et puis bon, qu'il y ait quelques-uns qui disent ça, bon, enfin, pourquoi pas. Mais le problème, c'est quand le planning familial dit ça, il ne dit Mm, pas ça juste. C'est pas un militant trans, c'est une association qui a effectivement un passé glorieux en plus, qui s'est tout à fait. battue pour le planning familial, Pour les droits des l'accès à femmes, l'avortement et les droits des l'avortement, femmes, etc. et qui Mhm, maintenant mhm, a été embarqué, si je puis mhm, dire, dans cette histoire de favoriser effectivement les transitions de genre. Or, le planning familial intervient dans les lycées, dans les collèges. Ça, c'est un vrai problème parce que c'est cette histoire du transgenre, tant que ça reste théorique entre mhm. universitaires, etc., c'est pas un problème. Mais quand on voit l'augmentation phénoménale du nombre de jeunes filles qui veulent changer de genre à l'adolescence, il y a un rapport sans doute avec effectivement toutes ces idées. C'est-à-dire que on le sait très bien, enfin, il suffit d'avoir fait un peu d'histoire de la médecine pour savoir que les catégories nosographiques, les catégories de maladies fabriquent des gens qui s'y reconnaissent. Et par exemple, s'agissant de la dysphorie de genre, c'est quelque chose qui a traditionnellement touché des petits garçons à l'âge de 5 ans, qui ensuite sortaient de ça et avaient une vie en général homosexuelle, mais pas simplement. Et là aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. C'est des adolescentes qui deviennent en grand nombre, qui veulent devenir des garçons et qui voient dans cela une identité très positive, etc. Et ça se passe à 14, 12, 13, 14 ans. Donc c'est plus du tout le même public. Donc ça a changé parce que aussi les concepts ont changé. Donc je pense que quand on fabrique un nouveau concept, les transgenres, ben, il y a des gens qui sont pas bien ou qui sont bien, je sais pas, enfin qui se disent ça c'est pour moi, hein, qui se reconnaissent dans ce genre de choses. Donc bon, par exemple, bon, Christine and the Queens a expliqué, elle est beaucoup plus intelligente que vous. Elle a lu Judith Butler à 12 ans, je crois. Ses parents lui ont donné Judith Butler, universitaire, et elle a été tout de suite convaincue. Mais s'il n'y avait pas eu Judith Butler, elle aurait trouvé sans doute Mhm. un autre moyen d'exprimer ses sentiments, sa personnalité, etc. En fait, vous dites qu'il y a une sorte de nouvelle couche de l'intelligentsia qui sont les docteurs Knock de notre société, puisqu'ils inventent les maladies auxquelles les gens commencent à croire. Oui, oui, oui. Bah alors c'est lié sans doute, hein, ça a dit, vous parliez tout à l'heure d'absence de religion, possible que ça soit il n'y a plus de sens. La vie en ligne aussi rend les jeunes très. Par exemple, après le Covid, beaucoup de gens se m'ont dit à l'époque, on dit tu vas voir, ça va se calmer, on rentre dans le dur, si je puis dire, de la maladie, de la mort, etc. Pas du tout. Comme tout le monde a vécu pendant des mois en ligne, il y a des communautés hyper fermées qui se sont encore plus fermées, qui se sont auto-recrutées, Mm. etc. Et ça a fait perdre tout sens commun. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une situation où effectivement l'humanité vit d'une manière indirecte, hein, de vie en ligne, etc. Bon, quelqu'un comme Christopher Lasch avait déjà vu ça il y a des Mm. années en disant qu'effectivement, cette idée que le monde c'est juste des calculs et que c'est quelque chose de purement virtuel, c'est une idée d'élite entre guillemets à l'époque, mais que dans le monde réel, les travailleurs du monde réel, ils savent bien que qu'il y a deux sexes, etc. Il y a des choses que les gens ordinaires, hein, je dis ça au sens très positif que lui donnerait un Orwell, savent bien que tout ça ne marchera pas. Mais le problème, c'est que les élites, entre guillemets, ou les élites universitaires en tout cas, mais pas seulement, marchent dans ce truc-là. Vous dites dans votre livre que la religion Vox, c'est la première religion qui est née dans les universités. Ouais. Alors, comment vous expliquez cette adhésion en grand nombre Mhm. des gens à ce genre de délire? Moi, je l'appelle délire. Et je vais dire aussi une chose à propos de ça. La question est peut-être difficile parce que il y a un chercheur turc qui a écrit un livre, Les croyances privées et les croyances publiques. Tout ce qu'on entend des collègues dans l'espace public, ce n'est pas sûr qu'ils y croient dans leur espace privé. Néanmoins, quand j'entendais certains de mes collègues qui utiliser l'inclusivité à l'oral et qui disent toujours ils et elles sont venus.
Je Mm. me disais, mais ces gens-là, ils souffrent d'une dysphorie d'intelligence. Je ne sais pas Mm. comment dire, mais qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est quelque chose de très étonnant, hein, effectivement. Alors, je dis première religion universitaire parce que de fait, Mm. l'université médiévale a enseigné la religion catholique qui était née ailleurs, la religion chrétienne, mais l'université moderne, théoriquement, c'est l'université des Lumières, de l'esprit critique, de l'argumentation, etc. Donc, et ça va contre cette religion, va contre tout cela. Et moi, c'est effectivement, je me disais, la question que je me posais pendant longtemps, c'est comment des gens cultivés, intelligents, comme certains, bon, un certain nombre de nos collègues, en tout cas, peuvent croire à des choses aussi absurdes. Et puis un jour, j'ai eu une espèce d'illumination. Je me suis dit, bien sûr, c'est pas, ils n'y croient pas malgré l'absurdité, ils y croient à cause de l'absurdité. Et moi, il me semble que, et c'est pour ça que j'ai cité une phrase de Tertullien qui m'est revenue en mémoire, credo quia absurdum. Je Mm. crois parce que c'est absurde. Et je pense que ce type de croyance donne un côté de supériorité d'une certaine manière. Il y a effectivement dans cette adhésion à des choses absurde ou tout à fait contraire à la réalité, l'idée qu'on peut aller jusque là. Hein. Bon, c'est des alors il y a un jeune chercheur qui parlait de croyances de luxe à propos d'idées à peu près annexes, enfin, par exemple définancer la police pour dire ça, il faut vraiment vivre dans un quartier hyper protégé, avoir des gardes du corps, etc. Enfin, bref, c'est des idées absurdes. Qui sont payés les gardes du corps. Ouais, payer les gardes du corps, ouais. Ouais. Et de ce point de vue-là, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on dit je crois à des choses que le commun ne peut pas voir, on devient très malin, effectivement. Et donc, ça fait les collègues qui vous disent mais tu n'as pas, comment oses-tu dire ça? Tu n'as pas lu les études de ceci, de cela, qui sont des études toutes identiques. Mais effectivement, c'est ça qui est très très étonnant. Et je crois que c'est ça qui fait que c'est compliqué parce que une bonne partie bon, ce sont des militants par ailleurs, donc ils ont pris des positions très très rapidement, ils savent comment ça marche, donc ils sont convaincus. Donc face à eux, ils ont des universitaires, si je puis dire, à l'ancienne, qui ne savent pas très bien comment faire ou qui croient que le système habituel de validation par les pairs peut encore marcher. Ça ne marche plus puisque tous les organismes de validation sont maintenant convaincus et sont tout à fait pénétrés par ces militants woke. Donc c'est ça qui est très étonnant. Alors l'idée qu'il y aurait, je vois l'analyse à laquelle vous faites allusion sur l'idée des pensées publiques, pensées privées. Hein. Donc ça fait penser aussi au livre de Miloche hein, sur la pensée communiste. Bien sûr. Je pense qu'il y a Je des vais y gens venir. qui Mm. effectivement disent des choses qu'ils ne pensent pas, mais à force de les dire, je pense qu'ils finissent par y croire. À force de dire celles et ceux, elles et ils, etc., on finit par penser comme ça. Et donc, je pense, Mm. je suis un petit peu pessimiste, je crois. Alors, ce que dit, j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'auteur turc, là, mais il explique qu'il peut y avoir, il suffit à ce moment-là d'un déclic pour que tout le monde se dise, ah ben, moi aussi, je pense la même chose. Donc c'est pour ça, sans doute, que vous comme moi, on s'exprime. On se dit que peut-être il y en a un jour, ils se diront, bah ça coûte pas si cher que ça de penser la même chose que Bronstein ou Grinchwood. Mais pour l'instant, ça coûte cher. Donc les jeunes collègues, moi j'ai un certain nombre de jeunes collègues qui me disent, je suis d'accord avec toi, mais tu comprends bien que je peux pas le dire, sinon je n'aurais pas d'argent pour mes doctorants, je ne serais pas promu, etc. Oui, ça, effectivement, ça rappelle la fable du marchand de légumes de Václav Havel. Voilà. On Ouais. en a parlé plusieurs fois, mais je vais pas peut-être la citer. Vous avez parlé du communisme, bien évidemment, comme c'est un peu mon passé, je viens du pays communiste. Vous avez parlé d'un homme nouveau. Et qu'est-ce qu'on a pu entendre de l'homme nouveau quand j'étais à l'école soviétique? Donc, j'ai lu votre livre avec un très grand intérêt. Vous avez parlé beaucoup de l'influence du protestantisme. Et moi, je ne peux pas me défaire de mon héritage. J'y ai vu aussi l'influence du marxisme-léninisme, ou post-marxisme, comme on veut. Parce que l'idée des marxistes de chez nous, en ex-Union soviétique, c'était de créer un homme nouveau, du passé faire table rase. D'où la question que je voulais vous poser, elle est évidente. Quel est le rapport de ces gens avec l'histoire? Moi, je le connais, je les vois et je sais qu'ils ne savent absolument rien parce que je les fréquente tous les jours. Mais qu'est-ce que vous en dites? C'est-à-dire que eux, le passé historique anthropologique n'existe pas. Oui, bah c'est tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'il faut tout effacer et tout reconstruire à Mhm. partir de zéro. Hein. Il y a même une guerre à l'histoire. Il y a
sociologue hongrois qui vient d'écrire un bouquin sur la guerre à l'histoire en ce moment. L'inspiration ici, c'est pas directement Marx ou Trotsky, parce que Trotsky qui C'est a direct, beaucoup bien sûr. insisté là-dessus, Mm. mais là, c'est la Révolution française. Et Mhm. effectivement, moi, il y a un pasteur protestant, Rabot Saint-Étienne, qui était membre de la Mm. Constituante, qui expliquait souvent l'histoire n'est pas notre code. Donc, il y a un refus radical dans la Révolution française Mhm. de l'histoire, et donc on reconstruit tout à zéro. Donc, on efface l'histoire. Mm. Et leur grand travail en ce moment, c'est d'effacer l'histoire. Par exemple, le projet 1619 aux États-Unis, on n'enseigne plus la date de naissance habituelle des États-Unis, on prend le premier navire d'esclaves, etc., où on reconstruit l'histoire, où on fait l'histoire de Jeanne d'Arc parce qu'elle serait trans, donc où on va s'interdire de faire l'archéologie parce que les os sont sexués et sont pas genrés. Enfin bref, toute une série d'absurdités, mais je pense que derrière tout ça, il y a quand même l'immense ignorance. D'ailleurs, bon, j'en parlais avec un collègue qui partage nos points de vue. On se posait la question de savoir est-ce que c'est l'ignorance de nos étudiants qui fait qu'ils peuvent professer cela, et de nos collègues, bien sûr, ou est-ce que c'est le wokisme qui les rend ignorants? Je pense que les deux marchent ensemble, et je pense que l'effondrement du système éducatif fait que on puisse dire la biologie n'est pas une science, c'est une doctrine politique. Il suffit d'avoir fait la biologie de terminale il y a quelques années pour savoir que la biologie est une science, qu'elle explique qu'il y a deux sexes dans l'espèce humaine, que la reproduction est sexuée, ou pour dire que pour ne voir dans Balzac comme une célèbre professeur de lettres qui dit moi j'ai de la chance d'enseigner le XXe siècle, je ne pourrais pas enseigner le XIXe siècle parce que la littérature du XIXe siècle invisibilise la femme. Comment un professeur de lettres extrêmement éminent, une des plus éminentes en France, explique qu'il faut réécrire les livres de Roald Dahl, qu'il faudrait garder une version non expurgée pour les élites, et qu'elle a la chance de ne pas enseigner Balzac, Flaubert, Baudelaire, parce qu'ils invisibilisent la femme. Donc là, on voit l'extrême déliquescence, si je puis dire, du milieu universitaire. Et moi, je trouve, et j'ai vu même il y en a une autre de ses adeptes, de ses copines, qui dit, oh ben moi c'est pareil, je peux plus lire Balzac parce qu'il est antisémite. Non, mais parce que Parce que là, il Nucingen, faut etc. effacer la littérature Mais russe, elle est toute il faut artistique. tout effacer, il faut tout Ouais, effacer. ouais. Mais alors, ce qui est Mm. terrible, c'est qu'effectivement, il y a notamment un célèbre enseignant de littérature, enfin d'humanité grecque et latine aux États-Unis, qui s'est rendu compte tout d'un coup que la Grèce et Rome étaient esclavagistes, sexistes, etc., et blancs, et donc il a arrêté, il n'enseigne plus sa discipline. C'est une espèce de suicide intellectuel incroyable, quoi. Et Mm. donc ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, c'est tout le contraire de ce qu'on pouvait aimer ce que je pouvais aimer en tout cas dans l'université, c'est-à-dire la liberté d'expression, la recherche de l'objectivité, l'effort pour sortir de moi-même, pour essayer de comprendre une autre époque, entrer dans quel intérêt de lire un roman si on si on le corrige sans cesse, et c'est le contraire de ce qu'est le roman tel que on a parlé Kundera par exemple. Enfin, ça me rappelle l'époque soviétique, on réécrivait, expurgeait les livres de toutes sortes de choses qui étaient indésirables pour le régime communiste. Donc d'une part, vous avez raison en parlant de la culture de la pénitence, qui est tout à fait religieuse, et d'autre Hein, part, il y a quand même cet héritage totalitaire hein, qu'on observe bien sûr. dans le wokisme. Alors, une autre question, et peut-être la dernière, j'ai jamais utilisé le terme woke moi-même, même si je les observe tous les jours. Euh, Parce que ça renvoie à une nébuleuse énorme où il y a les gens qui parlent des théories du genre, d'autres des théories de la race, d'autres encore sont intersectionnels, etc. Jusqu'au jour, et c'était très récent, ça, cette fois-ci, c'est lié quand même à l'alliance invraisemblable entre les islamistes et toutes ces personnes pour qui le corps n'existe pas et qui peuvent le changer quand ils veulent. J'avais participé j'ai perturbé une réunion qui s'est tenue à l'université Paris 3. C'est la réunion du comité Palestine qui soutenait le Hamas. C'était ouvertement l'apologie du terrorisme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après cette réunion où les membres de l'équipe présidentielle ont essayé de me sortir, non pas eux, mais me sortir,
le comité Palestine a édité un communiqué. Et dans ce communiqué, ce qui était intéressant, c'est leur prise en charge de l'alliance entre leur but à eux, le soutien du Hamas et du Hezbollah, et le soutien du wokisme, parce qu'ils ont écrit que la professeure perturbatrice, moi, non seulement elle est sioniste, mais elle a aussi écrit, elle s'est virulemment érigée contre le wokisme, je cite, dans les revues de l'extrême droite, c'est-à-dire que ce ne sont pas les revues comme Mediapart au lundi matin, et donc elle est coupable de ces deux crimes. D'où je déduis qu'eux-mêmes, ils se considèrent comme à la fois islamistes et wokistes. Qu'est-ce que vous en Oui. dites de cette alliance invraisemblable? C'est une vraie question, cet usage du mot woke. Je vous conseille de pas l'utiliser parce qu'après on va dire que vous êtes de l'extrême droite. Moi, quand les gens me disent woke, tu es de l'alt-right américaine, ça a été inventé par l'alt-right, etc. Pas du tout. C'est Black Lives Matter qui a mis le premier en avant ce terme, et puis après ils essaient de l'oublier parce qu'il y a tellement d'absurdité sous ce couvert de woke qu'ils essaient de s'en débarrasser. Moi, je pense que le terme est très bien choisi parce qu'il y a vraiment cette idée religieuse d'un éveil. Ça décrit très bien ce qu'il en est, ça renvoie à toute une histoire. Donc je maintiens, je persiste et signe, mais effectivement, en général, ils vont vous accuser d'être anti-wokistes, mais ils vont pas se dire eux-mêmes wokistes, parce que pour eux, ils sont des combattants de la liberté, de la justice, de l'équité raciale, etc. Mais le problème, c'est que moi, je pense qu'il est utile de les appeler ainsi, parce qu'on voit que leur soi-disant combat pour l'équité raciale, ça conduit effectivement à soutenir le Hamas, par exemple. Donc ça va pas très bien. Alors le rapprochement est évidemment très paradoxal entre les islamistes et les woke. Moi, je les appellerais plutôt les woke, mais parce que c'est pas une théorie au sens, c'est plutôt un état d'esprit, je dirais plutôt. Mais le rapprochement est paradoxal, mais moi il m'étonne pas vraiment de toute façon parce que ils ont une vision du monde extrêmement simpliste, qui est une espèce de sociologie pour débutants. Hein. Il y a des dominants, des dominés, il y a des coupables, des victimes. L'intersectionnalité, c'est ce qui permet de potentialiser les victimes, les rapports entre victimes, et il s'agit donc si vous êtes défini comme dominant, blanc, occidental, colonisateur, homme, etc., bah vous êtes, il est normal de vous tuer et d'égorger vos femmes et vos enfants, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait normal. On a vu ça le lendemain du 7 octobre, c'est quelque chose qui est absolument odieux, scandaleux, enfin bref, il y a notamment le penseur de l'écologie, Andreas Malm, qui dit c'est génial, c'est un grand moment de joie, je regarde les vidéos de massacre parce que c'est tellement énergisant, c'est un très bon moment. Enfin, il y a plein ou une autre prof en Angleterre qui dit ah c'est bien. Là, on voit que la décolonisation, c'est pas juste une métaphore. Hein, c'est décolonisation, c'est couper les enfants en morceaux, c'est devant leurs parents. C'est charmant. Donc, et le sommet, évidemment, c'est Judith Butler, qui, vous l'avez peut-être vu en France d'ailleurs, Bien on sûr. l'interroge là-dessus, dit oui, bon, c'est un acte de résistance légitime, le massacre du 7 octobre, tout à fait légitime. Pour ce qui est des viols de femmes, s'il y en a, je critiquerai, mais, dit-elle, je demande à voir. Et elle fait une mimique abjecte, genre, elle n'a pas vu, alors que tout le monde entier a vu ces massacres en direct sur toutes les chaînes possibles et imaginables. C'est vraiment c'est très extrême, hein, c'est très très étrange. Moi, je pense qu'il y a plusieurs. Donc, il y a la raison simple, si je puis dire, qui est, bah, c'est alors Israël est le plus dominant. Hein, c'est ce que, comme dit Ouria Boutelja, c'est le tirailleur du colonisateur français. Enfin, c'est alors c'est le blanc le plus coupable. Hein, ce qui est, il y a sans doute, à mon avis, il y a aussi cette question Israël, c'est effectivement un pays qui existe et qui a encore une loi, etc. C'est quelque chose qui doit Et qui a une identité et qui a nationale une forte, identité et qui nationale défend son forte, voilà, qui histoire. défend son identité. C'est ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi, alors moi, il me semble qu'il y a aussi un autre point qui est plus général, c'est qu'effectivement, cette théorie woke
qui est une espèce de sociologisme universel, qui explique tout en termes de sociologie, passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire, par exemple, en l'occurrence, c'est le mal, hein, ce massacre du 7 octobre, il faut être aveugle ou s'être soi-même crevé les yeux pour ne pas se rendre compte que c'est le mal, l'état pur. Et donc, il y a une dimension, je dirais presque métaphysique dans cela. Mais c'est pas étonnant parce que effectivement, ils font ça pour le mal, ils font ça aussi pour le vrai. Le vrai, ça n'existe pas, c'est toujours des rapports de force et donc la vérité est relative. Il n'y a pas de vérité. Hein, donc en gros les trois grandes catégories de la philosophie traditionnelle: le vrai, le beau, le bien. Il n'y a plus de vrai, tout est relatif. Il n'y a plus de beau. On va saccager un tableau de Monet pour soi-disant l'écologie, etc. Bon, et pour l'instant, ils n'ont pas abîmé vraiment, mais ça va finir par arriver. Mais en tout cas, il y a l'idée que le beau, c'est quelque chose qui est discriminant. Pourquoi le beau? Il n'y a pas de beau, le beau n'existe pas. Et le bien et le mal, il n'y a pas de bien et de mal, c'est juste relatif. Donc, si égorger des gens fait progresser votre cause, bon, Trotsky disait un peu la même chose. Hein, d'ailleurs, leur morale et la nôtre. Il y a une morale pour les uns pour les autres. Mais effectivement, là, on voit et c'est ça qui, moi, je trouve le plus choquant. Hein, c'est que devant une telle horreur, des collègues, alors j'aurais tendance à pardonner un peu plus aux étudiants qui savent pas très bien ce qui se passe, mais enfin bon, ils pourraient quand même se renseigner, ils pourraient essayer de voir quelle est l'histoire du pays, À etc. 20 Et ans, on puis faisait ouais, déjà la révolution. ouais. Mais c'est en tout cas c'est ça qui est très étonnant, c'est de voir effectivement c'est des choses comme d'habitude. Pour eux, c'est comme d'habitude. Alors ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce soit les plus militants dans ce domaine, c'est souvent les départements de gender studies. Hein. Les gens du genre sont très favorables. Alors, ce qui est une pure blague, parce que effectivement, quand on voit les queers, les trans, etc., qui manifestent pour le Hamas, le jour où ils arriveront à Gaza, ils verront ce qui va leur arriver. Mais c'est la preuve qu'ils vivent dans un monde totalement fictif, c'est-à-dire qu'ils croient. N'importe qui a vécu ou est passé dans un pays arabe, sait ce qui se passe ce qui va se passer avec les queers, les trans, etc. Eux ne veulent pas le voir parce que dans la théorie, ils sont alliés puisque ce sont des dominés, donc entre dominés, tout le monde s'entend très bien. Mais C'est juste complètement délirant, tout quoi. à fait. Là, j'irai dans votre sens parce qu'à chaque fois qu'on me dit mais comment ils ne comprennent pas ce qui va leur arriver, je pense qu'ils le savent. Oui, Ils le comprennent aussi, mais ils vivent dans le domaine de l'idée absolument. qu'il s'agit des dominés qui se doivent de défendre Oui, c'est et que ça. peut-être qu'ils n'iront pas en Iran pour être égorgés Je pense qu'ils là-bas, sont pas assez fous pour aller manifester mais c'est la vie de l'idée et pas la vie de la Oui, ils réalité sont pas dans la qui réalité prime. du tout, donc c'est ce qui donne. Alors effectivement, aux États-Unis, on se moque. Enfin, les quelques gens qui sont réticents disent bon, c'est comme des poulets qui manifesteraient pour Kentucky Fried Chicken. Enfin bon, voyez, donc ils manifestent pour des gens qui veulent les éliminer. Mais je crois que c'est parce qu'effectivement, ils vivent dans ce monde à part qui est celui des universités occidentales. Dans le monde réel, c'est pas comme ça que ça se passe. Jean-François, vous êtes philosophe, vous connaissez l'histoire et de la philosophie de la réalité aussi enfin, plusieurs derniers siècles. On a bien vu que ces idéologies extrémistes se faisaient dévorer, les enfants de la Révolution se faisaient dévorer par eux-mêmes. On a vu ça avec Robespierre, Bien on a vu sûr. ça avec le communisme. Est-ce qu'on peut espérer la même chose avec le wokisme? Peut-être pour répondre à cette question, il faut faire la distinction entre la religion et l'idéologie. Je sais pas ce qui va advenir de cette doctrine, hein, parce que le problème, c'est que malheureusement, c'est plus juste une question universitaire, c'est aussi une question. Maintenant, c'est passé dans le monde des entreprises, dans le monde de la culture, etc. Donc souvent les gens disent ça me fait penser au gauchisme par exemple. C'est pas le cas parce que le Mhm. gauchisme des années 70 c'était dans les universités. Là, ces idéaux ont pénétré largement les,
comme les élites d'aujourd'hui sont des élites qui sont passées par les universités, donc elles vont rester pendant quelques décennies encore complètement woke, me semble-t-il. Alors, est-ce que ça va s'arrêter? Bon, est-ce qu'ils vont être dévorés? Oui, bah, il y a un dévoreur possible, c'est l'islam politique et intégriste, hein, qui évidemment ne fera qu'une bouchée d'eux-mêmes. Ils les soutiennent maintenant, hein, la chaîne d'Al Jazeera pour les jeunes AJ+, soutient tout ça, mais évidemment juste pour essayer de semer le désordre dans la jeunesse occidentale. Moi, je pense qu'il y a ce côté-là qui est, alors, le problème, c'est que c'est pas eux qui vont être éradiqués, si je puis dire. C'est plutôt nous, c'est-à-dire c'est l'Occident. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir une vision géopolitique de ces questions. C'est-à-dire que les woke, ça n'existe que dans le monde occidental, et certaines parties plus que d'autres, mais le monde occidental. Les Chinois, les Russes, les musulmans regardent ça comme si nous étions complètement fous. Donc c'est pour eux la preuve de notre faiblesse. Et il me semble que effectivement les conflits internationaux tiennent au fait que le monde extérieur se dit c'est peut-être le moment d'attaquer, le monde occidental est au bout du rouleau. Parce que c'est par exemple Poutine qui se sert non-stop de cela pour essayer de justifier son agression en Ukraine. Et donc je pense que je sais pas ce qui va se passer. Je pense que ça va pas s'arrêter tout seul parce que c'est parti pour durer, sauf si la réalité frappe à la porte, d'une manière ou d'une autre, que les gens du monde réel se réveillent et disent stop. Mais c'est pas. Alors certains disent ça commence à bouger aux États-Unis. Je suis pas sûr. Ou que effectivement, au contraire, ça nous affaiblisse totalement au regard du monde extérieur. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que cette conversation va servir en guise de réalité qui frappe à la porte de ceux qui nous écoutent. Et peut-être que Merci. ça va être une pierre pour sauver ce qui reste de notre culture. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à vous.